La fumée des pots d'échappement se mêle à l'arôme du maïs grillé et de la terre mouillée par la bruine de l'aube. Lagos ne s'éveille pas au chant des oiseaux, mais à la symphonie chaotique des klaxons, des cris des vendeurs et du vrombissement de milliers de moteurs. Au milieu de cet océan de métal et de hâte, dans une mer de taxis jaunes à bandes noires, navigue Adekunle. Sa voiture, une Peugeot 504, qui a connu des jours meilleurs, est son royaume et sa prison. La sellerie usée connaît le poids d'innombrables histoires, le tableau de bord fissuré a été témoin de rires et de larmes, et le moteur, têtu comme une vieille mule, connaît chaque nid de poule des rues de Surulere à Ikoyi. Adekunle est un homme de 50 ans, au visage qui ressemble à une carte des routes qu'il parcourt, des sillons d'inquiétude sur le front, des rides d'humour au coin des yeux, et une patience forgée dans le feu du trafic infernal de Lagos, le fameux « go slow ». Il n'est pas un homme de beaucoup de mots. Il a appris que, dans son métier, écouter est plus rentable et moins fatigant que de parler. Il écoute les lamentations des fonctionnaires sur la corruption, les ambitions des jeunes entrepreneurs en route pour des réunions importantes et les ragots des femmes revenant du marché de Balogun. Lagos parle à travers ses passagers et Adekunle est son confesseur silencieux. Ce mardi matin-là, cependant, le silence allait être rompu d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Le soleil n'était encore qu'une promesse timide à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et violets au-dessus de l'épaisse brume qui planait sur la ville. Il était arrêté à un feu de circulation près du quartier de Yaba, un quartier connu pour ses établissements d'enseignement, quand il la vit. C'était une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans. Elle se tenait sur le trottoir, sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire, seule. Ce qui attira d'abord l'attention d'Adekunle fut son uniforme, une jupe plissée bleu marine impeccable et un chemisier blanc, amidonné avec une perfection presque surnaturelle. Au milieu de la poussière et de l'agitation matinale de Lagos, elle ressemblait à un mirage, à une peinture déplacée, et elle pleurait. Ce n'étaient pas des pleurs scandaleux, de caprice, c'étaient des sanglots silencieux qui secouaient ses petites épaules. Les larmes coulaient sur son visage rond et sombre, brillant comme des diamants sous la lumière du lampadaire. Adekunle sentit un pincement au cœur. Il avait une fille de son âge, sa petite Funk. L'idée que Funk soit seule et en pleurs dans la rue, à cette heure du matin, était un cauchemar. Le klaxon derrière lui retentit, strident. Le feu était passé au vert. Il hésita. La règle numéro 1 d'un chauffeur de taxi de Lagos est « Ne te mêle pas des problèmes des autres ». Un enfant seul peut être un piège, une ruse. Mais les sanglots de la fillette étaient comme de petits crochets qui tiraient sur son cœur. Il ne put l'ignorer. Avec un soupir résigné, il gara sa voiture. Il baissa la vitre du passager. La fillette le regarda, ses grands yeux humides remplis d'une tristesse qui semblait trop ancienne pour un visage si jeune. « Qu'y a-t-il, petite ? Où sont tes parents ?» demanda-t-il, la voix plus douce que d'habitude. La fillette secoua simplement la tête, les lèvres tremblantes. « Je suis en retard », murmura-t-elle, d'une voix claire et mélodieuse comme le son d'une petite cloche. « En retard pour l'école. » Adekunle fronça les sourcils. « À cette heure-ci, les écoles ne sont même pas encore tout à fait ouvertes. Et pourquoi es-tu seule ? » « Je me suis perdue, » dit-elle en montrant vaguement devant elle. « Mon école est par là. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous m'y emmener ? J'ai de l'argent. » Elle ouvrit sa petite main et montra quelques pièces de kobo, anciennes et usées, du genre que l'on ne voyait presque plus en circulation. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. L'uniforme immaculé, la solitude, les vieilles pièces de monnaie, l'esprit d'Adekunle lui criait d'accélérer et de partir. Mais son cœur de père l'emporta. « D'accord, monte, » dit-il en déverrouillant la portière arrière. « Ne pleure plus. Je vais t'emmener à ton école. » La fillette monta en silence dans la voiture et s'assit bien droite sur la banquette arrière. Elle ne s'adossa pas, comme pour ne pas salir son uniforme parfait sur la sellerie usée. Adekunle la regarda dans le rétroviseur. Elle semblait encore plus éthérée à l'intérieur de sa voiture. « Comment s'appelle ton école ?» demanda-t-il en mettant la voiture en mouvement. « L'Académie Santa Rita », répondit-elle sans hésitation. Adekunle réfléchit. Académie Santa Rita. Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais il ne parvenait pas à la situer. Ce devait être l'une de ces nouvelles écoles privées qui poussaient à chaque coin de rue. « Et comment t'appelles-tu, petite ?»« Amina, » dit-elle. « Je m'appelle Amina. » Le trajet se poursuivit en silence. Amina ne disait rien, regardant simplement par la fenêtre avec ses yeux tristes. Adekunle tenta d'engager la conversation. « Alors, Amina, c'est un jour d'examen aujourd'hui. C'est pour ça que tu es pressée ?
Elle hocha simplement la tête. « Tu es nerveuse ?» Elle secoua négativement la tête. Ses réponses étaient courtes, directes, dépourvues de toute émotion enfantine. C'était déconcertant. Il alluma la radio pour combler le silence. Une chanson entraînante de Fela Kuti remplit la voiture. Mais elle ne semblait pas pénétrer la petite bulle de mélancolie qui entourait la fillette. Elle continuait de regarder dehors, comme si elle voyait un paysage complètement différent de celui qui défilait par la fenêtre. « C'est ici », dit-elle soudain, en désignant une rue latérale. « Tournez ici. » Adekunle obéit. La rue était étroite et bordée d'arbres anciens, dont les branches formaient un tunnel sombre. Au bout de la rue, il y avait un grand portail en fer forgé, flanqué d'un haut mur de pierre couvert de lierre. Derrière le portail, un imposant bâtiment d'architecture coloniale se dressait, avec de hautes fenêtres et une tour dotée d'une horloge arrêtée. L'endroit semblait abandonné. La peinture était écaillée, certaines fenêtres étaient cassées, et le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Une vieille plaque de bronze oxydée à côté du portail confirmait le nom. Académie Santa Rita pour jeunes filles, fondée en 1928. « Tu es sûre que c'est ici, Amina ?» demanda Adekunle, son malaise se transformant en une alarme glaciale. « Aucun enfant n'étudie dans cet endroit. On dirait qu'il est fermé depuis des années. »« C'est bien ici, » insista-t-elle, la voix ferme pour la première fois. « Le portail arrière est toujours ouvert pour les élèves. » Elle tendit la main avec les pièces. Adekunle regarda l'argent, puis son visage. Il ne voulait pas l'accepter. Il y avait quelque chose de terriblement anormal. « Ce n'est pas la peine, petite. Laisse tomber. S'il vous plaît, monsieur. Ma mère m'a toujours dit de payer pour les gentillesses. » Il finit par prendre les pièces, qui étaient glaciales au toucher. Un frisson parcourut son bras. Amina ouvrit la portière et sortit. Elle se dirigea vers le portail imposant, sans regarder en arrière. Adekunle l'observa, le cœur battant la chamade. Elle arriva au portail et, au lieu d'essayer de l'ouvrir, elle le traversa, tout simplement. Pendant un instant, son petit corps parut vaciller, comme l'image d'une télévision mal réglée, puis elle disparut de l'autre côté. Adekunle cligna des yeux. Il se les frotta. Elle n'était plus là. Il sortit de la voiture, le cœur dans la gorge. Il courut jusqu'au portail et le secoua. Il était verrouillé par un cadenas épais et rouillé qui semblait ne pas avoir été ouvert depuis des décennies. Il regarda à travers les barreaux. Le jardin était en friche. L'entrée du bâtiment couverte de toiles d'araignée. Aucun signe d'Amina. Aucun signe de vie. Une sueur froide perla sur son front. Il retourna en courant à sa voiture, démarra avec des mains tremblantes et quitta cette rue aussi vite que possible, les pneus crissant sur l'asphalte. Le reste de la journée, Adekunle ne put pas travailler correctement. L'image d'Amina traversant le portail se répétait dans son esprit. Il essaya de se convaincre qu'il était fatigué, que le jeu de lumière et d'ombre du matin l'avait trompé. Peut-être s'était-elle faufilée par une brèche dans le mur qu'il n'avait pas vue, mais le froid des pièces dans sa main, le regard triste dans ses yeux, la perfection de son uniforme. Rien n'avait de sens. La logique, sa compagne de toute une vie, l'abandonnait. Le lendemain, la curiosité et la peur l'emportèrent. Il ne prit aucun passager. Il se rendit directement dans la rue de l'Académie Santa Rita. À la lumière du jour, l'endroit paraissait encore plus délabré. C'était une ruine, le squelette d'un temps passé. Près du portail, une femme âgée vendait des bananes plantains frites dans une petite échoppe. Adekunle s'approcha, le cœur encore hésitant. La femme, au visage ridé et aux yeux qui contenaient la sagesse de plusieurs générations, le regarda avec curiosité. « Bonjour, maman » dit Adekunle, respectueusement. « Puis-je vous demander quelque chose à propos de cet endroit ?»« La vieille école » dit-elle d'une voix rauque. « Que voulez-vous savoir ? Il n'y a rien là-dedans à part des fantômes et des souvenirs. » Le mot « fantôme » glaça l'estomac d'Adekunle. « Des fantômes » répéta-t-il, essayant de garder une voix désinvolte. « Quel genre de fantôme ?» La femme le fixa longuement, comme si elle sondait son âme. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas, mon fils ? Vous avez le regard de celui qui a vu ce qu'il ne devait pas voir. » Adekunle soupira, sa façade de scepticisme s'effondrant. « Je crois que oui. J'ai pris une petite fille en stop. Elle a dit qu'elle étudiait ici. Elle s'appelait Amina. » En entendant le nom, la vieille dame écarquilla les yeux. Elle laissa tomber la pince avec laquelle elle retournait les bananes et fit un signe de protection sur sa poitrine. « Amina » murmura-t-elle, la peur et la pitié mêlées dans sa voix. « Ah, pauvre enfant. Alors, elle essaie toujours de se rendre à l'école. Que voulez-vous dire ? Qui est Amina ?» demanda Adekunle, la voix presque un murmure. La femme l'invita à s'asseoir sur un petit banc à côté d'elle. L'odeur sucrée de la banane frite emplissait l'air, un contraste bizarre avec l'histoire sombre qu'elle commença à raconter.
J'étais une petite fille quand c'est arrivé, commença-t-elle. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire si souvent que c'est comme si je l'avais vue moi-même. L'Académie Santa Rita était la meilleure école de Lagos. Seules les filles des hommes riches, blancs et nigérians, y étudiaient. Elles portaient des uniformes blancs, amidonnés à la gomme arabique, jusqu'à ce qu'ils soient durs comme du carton. C'étaient comme de petites princesses. Elle marqua une pause, regardant le bâtiment en ruine. Mais il y avait une fille différente. Elle s'appelait Amina. Son père n'était pas riche. C'était un employé de bureau qui travaillait pour les colonisateurs. Il a dépensé chaque kobo qu'il avait pour mettre sa fille dans cette école. Il voulait qu'elle ait une vie meilleure. Amina était une fille calme, très intelligente et très gentille. Et elle était obsédée par son apparence. Son uniforme était toujours parfait, le plus blanc de tous. C'était sa fierté, la preuve qu'elle appartenait à cet endroit. Adekunle écoutait, fasciné et terrifié. C'était la fille de son taxi. La description était parfaite. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il. Les yeux de la vieille dame se remplirent de tristesse. Il y a eu un incendie, un matin comme celui d'hier. Personne ne sait exactement comment il a commencé. Peut-être un court-circuit dans la cuisine, peut-être autre chose. Le feu s'est propagé rapidement. Le bâtiment était vieux, plein de bois. Ce fut un pandémonium. Des cris, de la fumée. Les enseignantes ont essayé de faire sortir les filles. Mais la panique s'est installée. Beaucoup ont réussi à sortir, mais certaines sont restées coincées à l'étage. Sa voix se brisa. Amina était parmi elles, mais on dit qu'elle n'essayait pas de se sauver. Des témoins qui se sont échappés ont dit l'avoir vue courir à nouveau dans la fumée, en criant le nom de sa plus jeune amie, qui était restée derrière. Elle essayait de sauver son amie. La vieille dame essuya une larme du revers de la main. Aucune des deux n'a survécu. On a retrouvé leur corps près d'une fenêtre. Amina serrait son amie dans ses bras, comme pour essayer de la protéger du feu. Son bel uniforme blanc, sa fierté, était gris, brûlé. La seule chose qui soit restée intacte était un petit ruban qu'elle portait dans les cheveux. Adekunle sentit une boule dans sa gorge. Il mit la main dans la poche de sa chemise et sortit les pièces qu'Amina lui avait données. Il les montra à la femme. Elle eut le souffle coupé. Les pièces de son père, il les lui avait données ce matin-là, pour son goûter. Elle n'a jamais eu l'occasion de les dépenser. « Mais pourquoi m'est-elle apparue ?» demanda Adekunle. « Pourquoi est-elle encore ici ?»« On dit, » continua la femme en baissant la voix, « que les esprits qui meurent de façon tragique et avec une affaire inachevée restent coincés entre les mondes. L'âme d'Amina ne sait pas qu'elle est morte. Chaque année, à l'anniversaire de l'incendie, elle se réveille et essaie de faire ce qu'elle faisait ce matin-là. Aller à l'école. Elle est piégée dans un cycle, revivant son dernier jour, pour toujours. Elle apparaît aux gens qui passent par ici, généralement des gens qui ont un bon cœur, leur demandant de les emmener dans un endroit qui n'existe plus, l'anniversaire de l'incendie. Hier, tout s'emboîta dans une tapisserie terrible et surnaturelle. Adekunle n'était plus un sceptique. Il était un témoin. Il avait participé, sans le savoir, à un rituel fantomatique. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il, le besoin d'aider la pauvre fillette l'emportant sur sa peur. Elle ne peut pas continuer comme ça. La vieille femme le regarda avec approbation. « Vous avez un bon esprit, chauffeur de taxi. La plupart des hommes s'enfuiraient et ne regarderaient jamais en arrière. Son âme a besoin de paix. Elle a besoin de savoir que son voyage est terminé. Elle doit être rappelée non pas pour la tragédie, mais pour sa bravoure. » Elle lui dit quoi faire. C'était une vieille coutume, une façon de calmer un esprit agité. Cela impliquait une petite offrande et des paroles de libération. Cette nuit-là, lorsque la lune se leva, Adekunle retourna dans la rue de l'Académie Santa Rita. Il n'avait pas peur. Il était envahi par un sentiment de dessein solennel. Il avait apporté un petit bol de miel, un verre d'eau fraîche et une seule fleur d'hibiscus blanche. Il s'arrêta devant le portail rouillé. Le silence était profond, rompu seulement par le bourdonnement des insectes nocturnes. La ruine de l'école ressemblait à un géant endormi sous le clair de lune. Il posa l'offrande par terre, près du cadenas. Et puis, il parla, pas à l'air, mais à la présence qu'il sentait là, à la tristesse qui semblait imprégner les pierres mêmes du mur. « Amina, » dit-il, la voix ferme mais douce. « Je m'appelle Adekunle. Je t'ai emmenée à l'école hier. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait. Tu as été une fille courageuse. Tu as essayé de sauver ton amie. Ton voyage est terminé, petite. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Le feu est éteint. Tu peux te reposer maintenant. Tes parents t'attendant de l'autre côté. Va en paix, Amina. Va en paix. » Pendant qu'il parlait, une douce brise sembla souffler de l'intérieur du terrain de l'école, passant sur lui. La brise portait une faible odeur de fumée et quelque chose de doux, comme des fleurs brûlées. Pendant un instant fugace,
Il crut entendre un murmure dans le vent. Un « merci » si léger que cela aurait pu n'être que son imagination. Et puis, le silence revint. Mais c'était un silence différent. Il n'était pas lourd, oppressant. C'était un silence de paix, de quiétude. Le sentiment de tristesse qui planait sur l'endroit semblait s'être dissipé, comme la brume matinale sous le soleil ardent. Adekunle resta là un long moment, à regarder le portail. Il ressentit un profond sentiment de libération, comme s'il avait aidé à porter un fardeau qui n'était pas le sien. Il laissa l'offrande là et retourna à sa voiture. En rentrant chez lui, Lagos lui parut différente. Les lumières de la ville, la cacophonie des rues, tout semblait avoir un nouveau sens. Il réalisa que sa ville n'était pas seulement faite de béton, d'asphalte et de gens pressés. Elle était faite de couches d'histoire, de souvenirs, de joies et de tragédies qui coexistaient avec le présent. Le monde visible et le monde invisible dansaient ensemble dans les rues de Lagos. Et lui, Adekunle, le simple chauffeur de taxi, avait été un partenaire dans cette danse. Il ne revit plus jamais Amina. La rue de la vieille académie redevint juste une autre rue sur sa carte mentale. Mais il ne l'oublia jamais. Parfois, en passant devant une école, il voyait les filles dans leurs uniformes et pensait à elle, l'enfant fantôme avec sa robe immaculée et ses yeux tristes. Il devint un homme différent, plus observateur, plus compatissant. Il s'arrêtait plus souvent pour aider les gens, écoutait avec plus d'attention les histoires de ses passagers. Il comprenait maintenant que chaque visage dans la foule portait un monde d'histoires inédites, certaines plus étranges et plus tristes que n'importe quelle fiction. L'histoire du chauffeur de taxi et de la fillette fantôme devint son secret, un lien profond et inexplicable avec l'âme de sa ville. Et il réalisa que la question la plus importante n'était pas de savoir si l'histoire était réelle ou non. La question était ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne que la bonté résonne à travers le temps, que le courage n'est jamais oublié, et que, parfois, le plus grand acte d'amour est simplement d'aider une âme perdue à trouver le chemin de sa maison, même si cette maison n'est plus de ce monde. Adekunle continua de conduire sa Peugeot jaune dans les rues de Lagos, un homme ordinaire dans un monde extraordinaire, sachant que derrière chaque coin de rue, derrière chaque visage inconnu, il peut y avoir une histoire qui attend d'être entendue, une histoire qui peut tout changer.